Bonsoir à tous, vidéo inspirée, je regarde des films et en fait je suis excessivement inspirée sur des sujets à des moments, pas tout le temps, hein. Parfois j'ai pas envie de faire de vidéo, mais là il y a un sujet qui m'a inspirée, c'est la transmission intergénérationnelle des traditions et des coutumes, des croyances, des guidances aussi. Et que parfois, en réalité, on se retrouve face à une incompréhension interfamiliale, de parents à enfants, parce que les mœurs sont évoluées ou changées, parce que parfois ça change, mais est-ce que c'est vraiment une évolution? On peut franchement se poser la question aussi. Et donc il y a une incompréhension dans l'interprétation de la réalité qui se joue en réalité sur le terrain et qui font que les enfants ne se comprennent pas avec leurs parents, les parents ne comprennent plus leurs enfants, ils ne comprennent pas les nouvelles mœurs, le langage, ça passe au travers aussi d'habitudes de langage et de mots, où les nouveaux mots sont sans cesse renouvelés selon les générations pour qu'il y ait une espèce de fracture en fait entre les générations de manière à ce qu'on se dise on ne se comprend plus et donc à un moment donné on espère que la personne qui fait partie de notre famille, qui est un espèce de tuteur de notre vision du monde aussi, ne nous soyons pas nous en tant qu'enfants qu'un réceptacle de leurs croyances, parce qu'en réalité il s'est joué beaucoup de mauvaises histoires puisque les personnes se sont à un moment donné retrouvées à débattre avec les parents, à débattre avec les enfants sur des sujets graves, sur des sujets de relations amoureuses, sur des sujets de vision de la société, sur des sujets de vision du monde, sur est-ce qu'on doit être positif, est-ce qu'on doit être optimiste, est-ce qu'on doit être pessimiste, est-ce que on doit être fataliste aussi, et tout ça ce sont des questions en réalité dont il faut s'autoriser en tout cas à se les poser, puisqu'à un moment donné on se dispute et que la dispute entre parents et enfants elle est parfois nécessaire, parfois utile et parfois c'est la dernière dispute et il y a la séparation. Voilà. Et pour ne pas arriver à ce niveau où c'est la dernière dispute, c'est la séparation, il faut comprendre aussi la réalité de notre histoire et les problématiques qu'ont rencontrées les différentes générations au cours de l'histoire. On ne peut pas faire sans le passé son présent. On ne peut pas faire son présent sans projeter une vision dans le futur. Donc, tout ça, c'est un lien passé, présent, futur. Et il y a une réalité, c'est que vos parents n'ont pas le même passé que vous en tant qu'enfant. Ils n'ont pas rencontré les mêmes problématiques, ils n'ont pas rencontré les mêmes histoires, ils n'ont pas vécu avec les mêmes décors que vous, ils n'ont pas rencontré les mêmes personnalités, ils n'ont pas rencontré les mêmes problématiques que vous, et ça je crois qu'il faut vraiment prendre beaucoup de recul pour en tenir compte. Donc, si on ne vit pas la même histoire, pour autant, on a grandi dans le même pays ou peut-être même dans la même contrée, dans la même région, dans le même département. Pour autant, les histoires peuvent être différentes et les conclusions de la réalité vécue
vont être différentes. De fait, hein, vous ne pouvez pas forcément vous entendre sur tous les points, sur tous les sujets, et cela ne doit pas impliquer une dispute forte ou une séparation définitive. Le souci, c'est qu'on nous fait croire que il n'y a qu'un seul modèle de société. Je suis en train de regarder un Bollywood et en réalité, ils sont enclins à faire passer les histoires d'amour qui pourraient remettre en question des traditions sociales, familiales, intergénérationnelles, transgénérationnelles. Moi, je suis tombée dans certains pièges, hein, au regard des sitcoms que j'ai pu regarder quand j'étais plus jeune, des téléfilms aussi, en nous faisant croire que la vie, son fonctionnement était organisé autour seulement de bons sentiments. Alors, effectivement, une société idéale, elle tourne autour de bons sentiments, de partage, de non-jugement, de non-catégorisation, de non-étiquetage. Mais je me suis rendu compte avec le temps que les gens aimaient les séparations, aimaient l'organisation, aimaient les étiquetages, aimaient être séparés des uns et des autres et aimaient à se retrouver en petits comités au lieu de grands comités. Et là, je suis tombée vraiment de je sais pas combien d'étages. Parce que je me suis dit, c'est pas ce qu'on nous vend comme bon sentiment dans les téléfilms. Pour autant, ça a fait des vues, en fait, pour leurs téléfilms. Et ça a fait de l'audimat. Voilà. Donc moi, je suis vraiment une génération où on nous a vendu la carotte des bons sentiments, de l'idéalisme et de la justice. Hein. Et d'ailleurs, ça me correspond bien et je continue de me battre un peu au nom de cette justice et au nom d'idéalisme qui en réalité sont réels si on s'attache au fait qu'il y a deux mondes potentiellement créés, c'est-à-dire le bien, le mal, et que moi j'ai décidé de m'orienter vers le monde de bien. Voilà. Donc, une fois que ça s'est dit, ben en fait, il y a moins de choses à raconter si ce n'est prendre les histoires de chacun, les expériences de chacun et les décortiquer. Les décortiquer, et pour autant, il y en a beaucoup qui se servent d'excuses aussi pour ne pas faire d'efforts ou pour ne pas changer ou ne pas comprendre la situation de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, j'ai vécu une situation, on n'a pas vécu la même, je ne peux pas comprendre ce que tu as vécu. Pour autant, une personne douée d'empathie, elle va quand même se mettre à la place d'autrui pour essayer de comprendre, en tout cas de manière abstraite, c'est-à-dire avec son imagination et ses émotions, d'accord ? L'empathie, c'est un lien entre l'imagination, c'est-à-dire je n'ai pas vécu cette situation, mais je l'imagine, et je me relie à mes émotions et je vais la vivre avec mes émotions que j'ai pu vivre de manière comparative avec d'autres situations difficiles, mais qui ne ressemblent pas trait pour trait à la situation qu'on m'expose. C'est ça l'empathie. On fait le lien, on fait jouer son imagination et ses émotions. Et que si donc on n'est pas capable de ça pour se mettre à la place de quelqu'un d'autre pour comprendre ce qu'il a pu ressentir, ce qu'il a pu vivre, on ne fait pas partie vraiment de l'humanité. Hein, on ne fait pas partie vraiment de l'humanité, je tiens à le dire quand même. Hein, voilà. On fait partie du tout, d'accord ? Mais de l'humain, peut-être pas, ça se discute beaucoup. Voilà, et que l'histoire classique où on explique qu'un mariage ne peut pas se faire au regard de la tradition et que les gens n'ont pas le même statut social, il y a comme dans toute chose un bienfait et il y a comme dans toute chose un méfait. Et qu'il y a des personnes qui ont réussi à protéger des êtres
de la manipulation de quelqu'un qui était d'une classe plus basse et qui ne voyait que l'intérêt matériel au travers du mariage, et que si la personne est de même niveau, l'intérêt n'est plus exactement le même et l'amour et le respect de la personne peut être plus sincère. C'est ce sur quoi misent les familles qui sont attachées à des protocoles de mariage en réalité, à des protocoles de mariage. Mais il y en a qui se fient à leur intuition, à leur instinct, c'est-à-dire le j'aime et le j'aime pas. Ce que j'ai aimé ne m'a jamais déçu, ce que je n'ai pas aimé, cela m'a forgé dans mon caractère et j'ai eu raison. J'ai eu des preuves que Dieu ou le tout ou la vie faisait en sorte de me faire comprendre que ce que je n'aimais pas, j'avais eu raison de ne pas l'aimer et que ce que j'aimais, j'avais eu raison de l'aimer. Il y en a qui se fient à ça aussi. Ça fait partie d'une preuve d'intelligence, d'une intuition intelligente en fait, d'intuitivité, de savoir-faire dans la lecture, de l'intuition, de la connaissance de son intuition. Et que parfois, il y a des moments aussi d'incarnation à incarnation, il faut se remettre en jambes. C'est-à-dire on est incarné dans une vie, on a appris des choses et puis on renaît dans une autre vie et donc il faut vite réacquérir des savoirs pour se remettre en jambes. Donc il y a une espèce de difficulté à énoncer ces choses-là, à les communiquer, à mettre des mots dessus. C'est pour ça que j'essaie de m'y attacher et de faire l'exercice. Et ce, de manière complètement donnée. Voilà, ce sont des conseils que vous pouvez prendre directement. Et puis, il y a aussi des enseignements dont j'ai tiré la saveur, la chaleur, qui sont pour moi des leçons gravées. Et du fait d'expériences tristes ou heureuses, et dont j'en ai tiré profit. J'en ai tiré profit comme un savoir, comme une science, comme une expérience, comme quelque chose que je garde et qui nourrit cet instinct, cette intuition. Voilà. Il y a aussi à ne pas aller trop vite dans les histoires de mariage et de prendre le temps d'apprendre à se connaître et de pas dire oui lui c'est le bon c'est sûr etc. alors qu'on a très peu d'expérience ou en réalité on a de l'expérience et on se retrouve sans cesse dans le même schéma. Voilà. Donc vous vous retrouvez dans le même schéma où vous vous trouvez dans une situation où vous n'avez pas beaucoup d'expérience et vous êtes mené entre guillemets par le bout du nez parce que vous avez pas de connaissance de la nature humaine, à vos risques et périls. C'est toujours pareil, les premières expériences elles peuvent être vraiment casse-gueule. Elles peuvent être casse-gueule parce que on sort de l'adolescence où on a l'impression que tout le monde est gentil, bienfaisant, on se partage les cours, on se dit tout, vous voyez, on se dit tout. Ouais, mais attends, ça dit tout aussi pareil à droite et à gauche en fait. Donc, on a l'impression qu'on partage tout. L'adolescence, c'est quand même un passage dangereux, que ce soit pour les jeunes hommes ou que ce soit pour les jeunes femmes. Il y a une ferveur d'amour dans cette période-là, de partage, de solidarité, qui guide en fait et dessine aussi nos caractères après en tant qu'adultes. Et que, attention à rester avec des principes, des valeurs bonnes pour faire le bien, pour être un serviteur de la bonne guidance, pas du mal. Serviteur du bien, c'est toujours plus honorable que le serviteur du mal. Sachant que, voyez,
En général, le mal est récompensé par la laideur et le bien est récompensé par la beauté. À moins que la personne ait triché hein, physiquement. C'est-à-dire elle soit pas si belle, mais elle triche en se payant des opérations, etc. Machin, bidule chouette pour se rendre belle, alors qu'au final la nature l'avait rendue un peu laide. Parce qu'en réalité, elle avait peut-être pas fait si bien le bien que ça. Et que les personnes laides ne s'étaient pas attachées au bien. Je dis pas que forcément elles avaient fait le mal, mais elles s'étaient pas attachées forcément à servir le bien correctement. Il va falloir faire beaucoup de nuances hein, pour étudier beaucoup de questions en réalité. Je sais pas si je vais les partager avec vous d'ailleurs. Mais voilà. Hein. Il y a beaucoup d'enseignements et à tirer des malveillances qu'ont pu vivre les uns et les uns et les autres et les uns envers les autres en réalité. Voilà. Bon, c'était un petit aparté, je voulais juste faire un petit crochet comme ça sur cette thématique-là. Il faudra aller plus en profondeur, mais je ne sais pas si je vais le partager sur ce mur-là. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne soirée.